Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo analyse de film où je décrypte les scènes qui parlent de couture ou de mode. Pour celles qui ne me connaissent pas, vu que j'ai travaillé dans les ateliers de couture, notamment Chanel pendant 6 années, je connais quand même le métier et ses coulisses, donc je vais pouvoir vous dire si certaines scènes sont crédibles ou sont réalistes par rapport à ce qui s'est vraiment passé, par rapport à l'époque ou par rapport tout simplement au métier. Alors vous êtes plusieurs à m'avoir demandé de faire l'analyse du film Une robe pour Mrs. Harris. C'est un film que j'avais vu passer il y a pas très longtemps, je l'avais encore jamais vu et j'ai un peu hésité à faire cette vidéo parce que en voyant le film je me suis beaucoup ennuyée, je m'attendais pas trop à ça et je me dis bon, il y a forcément des gens qui ont adoré le film et comment est-ce qu'ils vont prendre ma critique. Donc je vais quand même respecter le thème de la vidéo. Donc en analysant les quelques scènes de couture, il n'y en a vraiment pas beaucoup, c'est plus des scènes de mode finalement, de défilés de mode. Donc je vais essayer de m'attarder plus sur les défilés de mode parce que sinon il n'y aura pas grand chose à dire. Et en fin de vidéo, je vous dirai un peu pourquoi je ne regarderai pas ce film une deuxième fois. Quand il s'agit de films, chacun ses goûts après tout, mais vu que je fais une vidéo analyse, je suis obligée de vous donner mon opinion honnête par rapport à cette vidéo. C'est parti tout de suite pour l'analyse d'une robe pour Mrs. Harris. Donc je vous fais un petit topo de l'histoire. En gros, c'est une femme de ménage dans les années 1950-1957, la plus dans la période, interprétée par Lisley Manville, qu'on avait déjà vu dans une autre vidéo analyse où je parlais du film Phantom Swan. Pour le coup, c'est un film que je vous recommande où les acteurs jouent tous très bien, où du coup je préfère vraiment son rôle dans ce film-là. Et pour le coup, c'est un film qui est assez réaliste pour tout ce qui est couture. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo analyse, je vous invite à la retrouver dans la playlist Les Chroniques de Chanel. Donc en gros, c'est une femme de ménage à Londres, son mari est mort à la guerre, elle galère un peu, voilà, elle n'arrive pas à finir, à boucler les fins de mois. Et par un concours de circonstances que vous découvrirez dans le film, elle arrive à avoir un peu d'argent pour lui sortir de la galère. Elle change pas de classe, elle hérite pas d'une fortune, mais elle réussit à avoir la pension de son mari, sa pension de veuve de guerre, donc ça la sort quand même un petit peu du pétrin. Et elle a réussi, par des moyens que vous découvrirez dans le film, à avoir un peu d'argent. Pas énormément, mais un peu d'argent. Et vous allez voir dans le premier extrait que je vais vous montrer, chez un de ses employeurs, elle découvre une magnifique robe Dior et elle tombe complètement en amour devant cette robe. Et elle a plus qu'une seule idée en tête, c'est de s'offrir une robe Dior. Et le film raconte un petit peu les différences de classe de cette époque où même si tu gagnes un peu d'argent, tu feras jamais partie de la haute bourgeoisie et tu peux faire ce que tu veux, dire ce que tu veux, tu resteras une pauvre fille du peuple. Et elle essaye de se frayer un chemin dans le milieu de la haute couture et de s'offrir cette belle robe. Voilà, donc une première scène où à un moment donné, on la voit, une nappe ou un napperon. D'ailleurs, le point qu'elle fait, je vous le montre dans une de mes vidéos où je vous montre comment faire un point invisible et comment coudre de la dentelle sur un tissu à la main. Donc quand j'ai vu cette petite scène, ça m'a fait un petit clin d'œil. Et sinon, donc, elle découvre chez sa maîtresse une robe Dior. Et en gros, le fil conducteur de l'histoire, c'est qu'elle, en gros, elle est invisible. Même quand elle cherche un emploi, elle met Invisible Woman. Vraiment, c'est la femme qui va repriser les chaussettes, qui va faire le ménage. C'est une femme à tout faire, quoi. Elle se vend comme ça, comme étant une femme très discrète. Et quand elle voit, elle tombe en amour devant cette robe Dior qui scintille. C'est un peu tout le paradoxe entre elle, qui est un être humain, mais qui est invisible et qui a une vie un peu difficile où on la regarde pas trop, face à ce vêtement qui n'est qu'un vêtement mais qui brille de mille feux, et donc elle tombe complètement en extase devant cette robe. Je pense qu'elle a été reconstituée parce qu'on dirait la robe Miss Dior, qui est une robe vraiment emblématique de la maison Dior avec toutes ses fleurs d'ailleurs. D'ailleurs, je le dis rarement, mais la maison Dior, c'est vraiment une de mes maisons préférées, si ce n'est ma maison de couture préférée. J'adore le style que Christian Dior a insufflé. J'aimais beaucoup les années Galliano et j'aime beaucoup la styliste actuellement, Grazilla. J'oublie toujours son prénom, c'est chez une italienne. J'adore ce qu'elle fait. Donc vraiment, j'adore la maison Dior. C'est vraiment ma maison coup de cœur. J'adore le style et les robes de Christian Dior. Oh, excusez-moi, ma jolie. Pouvez-vous me montrer les robes? Je crains que vous ne vous soyez trompé d'adresse, madame. J'appelle quelqu'un pour vous raccompagner. Non, non, non.
Je viens pour m'acheter une robe, une des robes à 500 livres. S'il vous plaît, veuillez attendre de l'autre côté. On s'occupera de vous dans une minute. Madame la comtesse, bonjour Madame von Tiesenhausen. Voilà. Mais enfin, excusez-moi, madame, mais j'étais là avant ces gens, bien avant qu'ils arrivent. On fait pas la queue à Paris. Oh, Madame Avalo, quelle élégance. Comme toujours. Mathilde, oh, tu as beaucoup changé. Excusez-moi, je ne suis vraiment pas du genre à faire un scandale. Mais dans mon pays, les petites vendeuses se précipitent pour vous servir. Les petites vendeuses. Mais qui a laissé entrer cette dame? Enfin, il est clair qu'elle est totalement perdue. Madame désire acheter une robe. Veuillez l'envoyer dans un magasin plus indiqué. Cette scène est assez longue, il y a pas mal de choses à dire. Déjà, moi, j'y étais pas à cette époque, donc je peux pas savoir comment ça se passait. Mais si par malheur, ou si par bonheur plutôt, une petite gens ou une personne de classe inférieure arrivait à amasser une fortune et à rentrer dans un défilé Dior. En France, où c'est connu qu'il y a quand même un plafond de verre où t'auras beau gagner de l'argent, tu feras jamais partie du club, quoi. Tu feras jamais partie du club parce que t'as pas les codes, parce que ça se voit que t'es un pouilleux, parce que voilà, c'est des gens... On est en 1950, on est en France, donc on n'est pas non plus dans l'Angleterre puritain qu'on peut voir dans Downton Abbey par exemple, où c'est avant les premières guerres mondiales, où là vraiment il n'y a pas moyen, le chauffeur ne peut pas parler au duc, quoi. C'est vraiment une différence des classes qui est bien établie, qu'il ne faut pas dépasser. Donc là, je pense quand même qu'on est dans une période beaucoup plus avancée, où l'aristocratie a complètement été écrasée par la nouvelle bourgeoisie qui a réussi. Donc je pense quand même qu'ils ne se comportaient pas à ce point-là comme des châtelains avec les miséreux. Mais vous savez ce qu'on dit, il n'y a pas plus arriviste et snob qu'un nouveau riche. La plupart des gens là issus de la bourgeoisie, de fait, ce sont quand même des nouveaux riches qui ont fait leur fortune grâce à des industries, grâce à des fortunes qui se sont faites entre les deux guerres mondiales, qui ont réussi à changer, c'est tout à leur honneur, mais ce sont quand même des gens qui sont assez hautains et qui oublient parfois d'où ils viennent. Après, je vous invite vraiment à regarder le film, et je dis rarement ça parce que moi-même je le fais rarement, mais à regarder le film en version originale, parce que vraiment la VF est très mal faite et ça fait vraiment cheap. À un moment donné, j'ai basculé en VO pour voir si ça changeait, et en effet, le jeu de Leslie Manville est vraiment mieux dans sa langue originale, et vous allez me dire c'est normal, mais il y a plein de films où ils sont super bien doublés et où tu arrives à rentrer dedans, mais là je trouve que c'est super mal doublé et ça fait juste feuilleton de l'après-midi sur M6. Je parle juste en termes de jeu d'acteur, quoi. Donc c'est assez dommage parce que le film en soi, l'esthétique du film est très belle. Tire bar. Chetier. Oh, ça c'est très joli. Numéro 42. Cabaret. Robe de dîner en mousseline satin. Donc dans cette scène, il y a pas mal de choses à dire, donc accrochez-vous bien. C'est une belle scène déjà parce qu'on a l'occasion de voir les vêtements, les créations de Monsieur Dior à cette époque. Donc c'est un défilé qui a été fait pour les 10 ans de la maison Dior, donc c'est le défilé Fuseau, je crois. Donc le tailleur bar était bien présent pendant ce défilé, mais c'était pas le défilé où on a vu la première fois le fameux tailleur bar, c'est pendant le fameux défilé New Look. Par rapport à la réalité, là, ils sont tous bien rangés, il y a de la place, il y a de l'espace, alors que quand on voit les vraies photos des défilés de chez Dior, il y avait beaucoup plus de monde, c'était beaucoup plus fourni, quoi. Des gens debout, des gens derrière, les escaliers remplis, enfin voilà, il y avait beaucoup plus de monde que ça, mais bon, c'est un film. Mais voilà, vu que c'est un peu le concept de la vidéo, je vous le dis. Je vous montrerai également quelques photos, vous pouvez voir les vraies robes, les vrais looks du défilé que vous avez vu pendant cette scène, notamment le look cachotier là qui est un très très beau look. Je vous montrerai les photos de la vraie mannequin qui le portait et du dessin de Christian Dior, donc c'est vraiment intéressant de voir un petit peu ces photos d'archives. D'ailleurs, il y a des vêtements qui ont été prêtés par la maison Dior et je crois qu'il y en a qui ont été refaites pour l'occasion. Ensuite, il y a un deuxième élément qui est assez flagrant et qui peut-être en intrigue certaines d'entre vous,
c'est la présence de mannequins de couleur. Et oui, on est en 1956, même si en France, il n'y a pas eu du tout la ségrégation et ces choses comme ça. C'est encore très très rare les femmes de couleur dans la mode et dans la couture. Donc, est-ce qu'il y a vraiment eu des femmes de couleur pendant ce défilé? Je vais vous répondre tout de suite. Donc on voit que dans le film, c'est une femme de couleur qui porte la robe New Look et qui se change d'ailleurs souvent et qui porte d'autres looks. Donc là, c'est un peu fantasmé parce que donc le tailleur bar pendant ce défilé a été porté par la mannequin iconique de la maison Dior qui s'appelait Renée Breton. En revanche, il y a en effet eu une femme de couleur noire qui a travaillé pour la maison Dior. C'était un peu une des premières femmes ayant travaillé pour Dior, qui s'appelait Dorothea Towles Church, j'espère que je prononce bien. Elle a travaillé pour la maison Dior, c'était une des premières femmes d'origine afro-américaine à travailler pour des maisons de haute couture, mais on ne trouve aucune image d'archive vraiment où on la voit sur un défilé, un podium Dior. En revanche, il y a une autre personne qu'on voit juste là dans le défilé qui est représentée par une mannequin asiatique, et là oui c'est clairement crédible puisqu'il y avait la fameuse mannequin d'origine kazakh qui s'appelait Ala Ichun, donc j'espère que je prononce bien pareil. C'était une mannequin russo-chinoise. Elle était présente dès le premier défilé New Look, donc on la voit sur énormément de photos. C'était vraiment un coup de cœur de monsieur Christian Dior. Elle a vraiment passionné le monde de la haute couture. Vraiment, Christian Dior adorait cette mannequin. Donc je vous mettrai en lien de description si ça vous intéresse sa biographie, parce que je trouvais ça vraiment très intéressant. En revanche, le tailleur bar a bel et bien été porté par une femme de couleur dans les années 1987 pour encore les 10 ans de la maison Dior. La photo de ce défilé où on voit cette très belle femme porter le tailleur bar. Donc je pense que c'est cette femme-là qu'ils ont insérée dans ce défilé 30 ans avant, mais je vous mets les photos de la vraie personne qui a défilé avec ce look. Madame Avalon. La robe tentation numéro 89. Au revoir. Je fais juste une petite pause sur l'espèce d'adolescente qui est représentée par une jeune fille à gauche. Bon, c'est pas du tout crédible. Elle a une espèce de smoky eyes, un rouge à lèvres super dark, les cheveux même pas coiffés. Enfin bon, ça n'existait pas à l'époque. Les jeunes filles se tenaient bien, elles étaient bien coiffées, surtout dans la haute bourgeoisie. Bon là, ils ont vraiment fait une jeune rebelle mais des années 2000 quoi. Donc bon, tu dis qu'est-ce que ça fait là? Ça perd toute crédibilité à la scène où tous les personnages sont quand même plutôt bien représentatifs de l'époque, sauf cette jeune fille en mode un peu adolescente perturbée quoi. Mrs. Harris, je regrette. Nous allons avoir un petit souci avec la robe tentation. Il semblerait que Madame Avalon l'ait demandé. Oh, mais comment ça marche? Vous n'avez qu'une robe à vendre? Nous sommes navrés, Madame exige d'avoir l'exclusivité. Madame Avalon est l'une de nos plus fidèles clientes. Mais nous déplorerions que vous quittiez la maison Dior sans avoir effectué un achat. Vous avez aussi noté le numéro 73 sur la carte. Vénus. Emballez-la moi, je dois prendre l'avion, j'ai déjà un jour de retard. Nous ne pouvons pas vous la donner comme ça. Mrs. Harris, chaque robe doit être fabriquée sur mesure pour la cliente qui l'achète. Oui, c'est de la haute couture. Vite, vite, à l'aéroport. Si vous manquez votre vol, je ne pourrai pas me le pardonner. Mais rentrez les mains vides. Excusez-moi. Je vous en parlerai à la fin, mais je trouve vraiment que le film il manque de profondeur, il reste en surface. C'est un peu un film. Des fois, j'ai l'impression de voir un film pour enfants. Alors qu'avec un scénario pareil, il y aurait vraiment eu de quoi faire quelque chose d'un peu plus profond. Là, ça fait un peu, je sais pas, farce, ça fait un peu farce, ça fait un peu enfantin, je sais pas comment dire. Je trouve que l'actrice qui fait la chef de vente, là, franchement, je trouve qu'elle joue pas très bien. Bon, alors je peux pas comparer avec avant, mais je peux vous dire par rapport à maintenant comment ça se passe. Et je peux vous dire que peu importe dans quel milieu social vous êtes, on traite les clients de la même manière. Évidemment, on va prendre des énormes précautions si on a des princesses et des princes, surtout du Moyen-Orient, qui ont tendance à être des clients très difficiles. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on se comporte et on sert tout le monde et qu'on ne va pas refuser de servir quelqu'un juste parce qu'il est d'origine modeste. On est dans la haute couture, donc on doit avoir un service de prestige et on doit bien traiter les gens. Donc évidemment, cette scène-là, ça ne se passerait pas maintenant. Et en plus, vous verrez qu'à un moment dans le film, elle sort ses liasses de billets pour prouver qu'elle a les moyens de payer parce qu'il n'y a personne qui veut l'écouter à part le jeune homme là, à part le jeune homme qui essaye de l'aider. Mais en gros, elle est là, elle sort ses liasses de billets, elle dit oui, je peux payer. Et il y a à un moment donné le jeune homme qui dit à sa chef, oui, par les temps qui courent, sous-entendu, on est un peu en faillite, ça serait bien d'accepter. Bon, ça c'est pareil, c'est pas très crédible, c'est une scène, on fait pas ça devant les clients, on parle pas d'argent, en fait, on ne fait pas tout ce cinéma, tout ce cirque. Il y a quand même l'image de la maison à tenir. Aussi, dans le film, il est raconté que la maison Dior, dans ces années-là, a frôlé la faillite.
Et pas du tout. Suite au défilé New Look, Dior n'a eu de cesse que d'avoir du succès et n'a pas vraiment frôlé la banqueroute, n'a pas failli fermer comme il y a eu avec la maison Christian Lacroix par exemple. Donc vraiment ça a été ajouté au scénario, mais c'est pas vrai parce que j'ai eu beau chercher, il n'y a pas eu à cette période un problème de banqueroute ou de problème dans les comptes. Pièce que l'on coupe. Bonjour. L'atelier tailleur. L'atelier flou. Du coup, bah là, on voit des belles images d'ateliers de couture. Évidemment, c'est très édulcoré, tout est parfait. Il n'y a pas un bout de tissu qui dépasse, alors qu'un atelier de couture, c'est quand même un peu plus le bazar en général. Là, pour les besoins du film qui veut un très bel esthétique, eh bien, tout est parfait, tout est beau. Il n'y a pas un cheveu qui dépasse. D'ailleurs, la maison Dior a prêté du mobilier, a prêté des choses pour le tournage du film, pour que ce soit le plus crédible possible, même si le scénariste a un peu nettoyé tout ça pour que ce soit vraiment dioresque, on va dire. Donc en effet, la couture, ça prend du temps, c'est plusieurs semaines pour faire une robe. Donc là, quand Mrs. Harris, elle veut repartir le lendemain parce qu'elle n'a pas le temps, parce qu'elle n'a pas les moyens de rester sur Paris une semaine, et ben en fait, elle tombe des nues parce qu'elle se rend compte que la haute couture, ça prend du temps. Et parce que ce qui fait l'unicité de la haute couture et aussi son prix, c'est que c'est unique. Donc c'est une robe pour une cliente. Et on va rarement faire de robes pour la même cliente, sauf si elles ne sont pas sur le même continent. Mais on fait très attention à ce que des clientes qui payent ce prix-là, eh ben, elles ne se retrouvent pas avec quelqu'un d'autre qui a le même vêtement, donc qui paye aussi pour avoir un vêtement qui n'a été fait que pour elle. C'est le principe aussi de la haute couture. Mesdemoiselles, allez, debout. Lâchez vos machines, marchez derrière moi. Suivez-nous, nous avons une mission importante à accomplir. Non, Mrs. Allez, on Harris. se dépêche, faites-moi plaisir, suivez-moi. Mrs. Harris, arrêtez immédiatement cette folie. Vous vous rendez compte de ce que vous faites? Ah oui, je me rends compte. J'organise une grève. On n'a plus le temps pour ça. S'il vous plaît. Allez les filles, Mademoiselle. debout, suivez-moi. S'il Non, vous plaît. ça devra attendre. Oh, inutile de pousser. On se dépêche, Vous suivez-moi. restez ici. Non mais... Margaret, Bon, je vais pas mettre trop longtemps cette scène parce qu'elle est tellement absurde, mais il y a des choses dedans que j'ai oublié de vous dire dans la scène précédente, c'est qu'en effet, l'atelier est crédible parce qu'on voit plein de mannequins de différentes tailles. Il faut savoir qu'en haute couture, chaque cliente de la haute couture, vu qu'elles sont assez rares, a son propre mannequin. Comme ça, les couturiers peuvent travailler directement sur le mannequin qui a été un peu moulé aux mesures de la cliente sans avoir besoin de faire 36 000 essayages et de déranger la cliente qui n'a pas trop le temps de se déplacer. Donc en général, il y a 1 ou 2 essayages pour arriver à la robe finale sur la cliente, mais sinon, eh bien, la couturière travaille sur un mannequin qui a été fait aux mesures de la cliente. D'ailleurs, si vous voulez savoir comment faire un mannequin sur mesure avec ces techniques d'atelier, j'ai créé toute une formation mannequin sur mesure où je vous apprends comment justement modifier un mannequin que vous avez déjà pour le transformer et le mettre à vos mensurations et surtout à votre morphologie. Donc je vous mets le lien en barre de description et pour remercier les personnes qui suivent mes vidéos avec attention, je vous mets un petit code de réduction de 20%. Donc je vous mets le code en description et avec ça vous avez 20% sur toutes les formations et y compris sur la formation mannequin de couture si jamais ça vous intéresse, et bien d'avoir un mannequin à vos mensurations parce que c'est non négligeable, c'est même indispensable si vous voulez progresser en couture et si vous voulez vous faciliter la vie et pouvoir travailler directement sur le mannequin, retoucher vos vêtements sans vous embêter à épingler directement sur vous, enfin pour tout un tas de choses, c'est extrêmement pratique. Je vous en dis plus en lien de description. Donc ce qui n'est pas du tout crédible dans cette scène, c'est cette espèce de grève qu'elle organise alors que déjà elle fait même pas partie de la maison, c'est même pas une employée, c'est juste une cliente. Elle arrive chez les couturières et elle organise une énorme rébellion pour on ne sait quelle raison, puisque la maison Dior elle est très bien à cette époque. Mais c'est tellement kitsch, quoi. C'est tellement lourd, c'est tellement pas réaliste que j'ai l'impression que c'est un peu un film pour les enfants. Donc voilà, c'est tout pour l'analyse. Maintenant, je vais vous dire ce qui m'a plu un peu moins dans ce film. Je vais être très honnête, je suis même pas allée jusqu'au bout. J'ai eu du mal.
Les 10 dernières minutes, je les ai pas regardées parce que ça traîne en longueur. Je me suis ennuyée quasiment du début à la fin. C'est un film que j'appellerais un film carte postale, c'est que c'est très beau, c'est très très beau, la filmographie est très belle, le décor est beau, les images sont belles, mais c'est un peu comme Emily in Paris, vous voyez, c'est trop parfait. Et en fait, le jeu d'acteur, il manque de profondeur. Il y avait de quoi dans ce scénario, faites quelque chose d'un peu plus profond que juste une femme qui veut juste une robe Dior, quitte à se ruiner, parce que c'est pas comme si qu'elle était vraiment... Elle avait atteint d'un seul coup, elle avait changé de niveau social, c'était nouveau riche. Et là, ça aurait été intéressant, par exemple, qu'elle essaye de s'adapter à sa nouvelle vie, de vouloir s'acheter des beaux vêtements et que malgré elle se heurte à une classe supérieure très hautaine. Mais en fait, elle s'obstine à vouloir absolument une robe Dior, quitte à se ruiner, et tu sais vraiment pas pourquoi vraiment elle se ruine pour une robe qu'elle aura finalement pas tant l'occasion de porter. Ça reste un peu en surface, tout reste un peu en surface. Je vous dis, le jeu d'acteur, honnêtement, comme je vous disais, j'avais l'impression de voir un feuilleton du samedi après-midi où t'as compris la fin avant même que le film commence. J'ai trouvé certaines scènes vraiment grotesques en fait, où tu es là, ouais, c'est un peu absurde, où le texte est bateau en fait, c'est ça, c'est le texte est bateau, c'est pas très profond. Vous me direz en commentaire ce que vous avez pensé du film, si comme moi vous le trouvez beau, mais qui vous a pas marqué, quoi, que vous vous dites pas ah tiens viens on regarde encore. Voilà, donc je ne veux vexer personne. Si vous avez aimé ce film, tant mieux pour vous. Si vous l'avez aimé, dites-moi ce que vous avez adoré dans ce film, ça m'intéresse fortement. Et dites-moi aussi s'il y a d'autres films qui parlent de couture que vous aimeriez que j'analyse. Si vous voulez toujours plus de conseils couture gratuits, vous avez ma chaîne YouTube évidemment, vous pouvez me retrouver sur Instagram, et pour toutes les formations couture ultra complètes, on se retrouve sur le site de Boudoir Français. Bisous à vous.